Cette séance du conseil municipal, monsieur le directeur général de service, veuillez poser la presse, s'il vous plaît. Jean-Michel Solé, Céline Pastor, Vivino, Clémentine R, Jean-Michel Gascou, Anne-Claire Pêche donne procuration à Marie-Josée Crasa, Olivier Capeille, Nicole Clara, Olivier Lacaze, Sandrine Coussane, Guillaume Blavette, Josette Monté, Gérard Petit, Isabelle Sola, Eddy Vergel, Louise Serralongue donne procuration à Jean-Michel Solé, Denis Pi, Marie-Josée Grasa, Jean-Louis Fleurisson, Evelyne Canovas donne procuration à Céline Pastor, Cédric Castellard, Roger Rouille, Emmanuel Fradet, Myriam Nogues, Jean-Charles Colomine, Elisabeth Lessa, Marc Marty. Très bien, bonsoir à tous et à toutes. Donc. Je vous propose donc de nommer comme secrétaire de séance Clémentine R. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, avant d'aborder l'ordre du jour, je vous propose de rajouter un point en fin de séance. Il s'agit d'une légère modification sur la carte passe qu'on abordera en fin de séance. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre qu'on aborde ce point en plus des points évoqués? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. L'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 5 février 2015. Est-ce que j'ai des observations? Oui. Page 22, ligne 5. Oui, je vous écoute. Oui. Roger Rouille déplore que des personnes âgées doivent payer, car dans le cas précis du papier de marché, celui-ci est le plus souvent utilisé par des évaluations. Si c'est évalué, c'est discriminatoire de dire ça. Donc, je dis simplement, je crois avoir dit en substance, Roger Rouille déplore que soient pénalisés les patients qui se rendent au cabinet médical ou chez le dentiste et les personnes âgées se rendant au loto des anciens. Moi, je veux bien marquer ça, monsieur Rouille, mais c'est pas ce que vous avez dit. Mais bon, je veux bien le marquer, ça me dérange pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas, mais non, mais de mémoire, je ne me rappelle pas, vous avez évoqué ce point. Et c'est pas grave, on va le marquer, c'est pas grave, on le marque. Si c'est votre souhait, on le marque. C'est pas une histoire de souhait. Je dis que j'ai pas dit ça. Je n'ai pas ce souvenir, monsieur Rouille. Je vous donne mon sentiment. Vous avez un bon souvenir, vous, moi je n'ai pas ce souvenir. Peut-être vous avez vu la vidéo, peut-être c'est moi qui me trompe, mais ce n'est pas mon sentiment. Voilà. Mais il n'y a pas de souhait, si on va la rajouter, il n'y a pas de problème. Pardon? Oui, personne handicapée. On en parlera pas. Ok, d'autres observations? Donc, je vous remercie. Compte tenu de ces observations, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent s'abstenir, qui veulent voter contre ce compte rendu? Donc, je vous remercie. Donc, le point 2 de l'ordre du jour concerne l'EPIC, Office du tourisme, désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant chargé de siéger au sein du comité de direction en remplacement respectivement de Cyril Klotz et de Rosendo Kobé. Sachant que M. Klotz a laissé son poste parce qu'il était en tant que président des commerçants et comme il n'exerce plus cette charge, c'est Mme Martas qui a été pressentie pour le remplacer. En ce qui concerne M. Kobé, M. Marc Marty, qui l'a remplacé au conseil municipal, pourrait le remplacer, à moins qu'il y ait d'autres propositions. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, point 3, c'est modification de l'âge limite d'encaissement de la taxe de séjour sur la commune. Donc à la suite de la promulgation de la loi de finances pour 2015, et notamment l'article 67 portant sur la réforme de la taxe de séjour, le régime des exonérations a été revu.
mais celle-ci concerne les mineurs de moins de 18 ans. Donc il est proposé à l'Assemblée d'entériner le changement dans le régime des exonérations pour les mineurs. Il s'agit tout simplement d'entériner un texte de vote. C'est une obligation que nous avons. Je suppose que personne ne sera contre, il n'y aura pas d'abstention. Je vous remercie. Point 4, c'est le projet d'extension de la zone d'activité actuelle. Accord de principe du conseil municipal, annexe numéro 1. Alors, oui, c'est moi qui fais le premier commentaire. Dans la zone d'activité économique actuelle à Bagnols-sur-Mer, fait 2 hectares 2, située en zone UE du poste, constitue le seul espace de développement économique important du secteur sud de la Côte-Vermeille. Cette zone n'offre plus de disponibilité. Se pose alors la question d'un espace de développement complémentaire sur le même secteur géographique successible d'assurer une offre pour des implantations nouvelles. La réalité, c'est qu'on n'a plus d'espace à proposer aux entreprises qui veulent venir s'installer à Bagnols-sur-Mer et qu'il nous paraît opportun d'envisager l'agrandissement de cette zone dans le même vous l'avez d'ailleurs en annexe, dans le même endroit, une prolongation de cette zone de manière à l'ouvrir, bien entendu progressivement, pour que nous puissions proposer à des entreprises qui souhaitent s'installer à Bagnols-sur-Mer l'opportunité de s'installer là. Ça pourrait servir aussi aux vignerons qui veulent créer des caves particulières ou qui veulent stocker des matériels. On a un projet d'agrandissement du port, en tout cas de mise en sécurité du port, et donc j'espère bien qu'on pourra attirer des entreprises qui vont nous permettre de créer des emplois parce que l'emploi ça reste une priorité. Voilà. Est-ce que vous voulez intervenir? Oui, également donc en complément, l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2014 portant sur l'approbation des statuts de la communauté de communes Albert-Côte-Vermeille indique dans son article 7 compétences obligatoires au développement économique. Donc études, création, aménagement, entretien, gestion des zones ou parcs d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales et touristiques d'intérêt communautaire. Donc sont d'intérêt communautaire toutes les zones à créer d'une superficie supérieure à 2 hectares ainsi que les zones existantes d'une superficie supérieure à 2 hectares et que toute commune membre souhaiterait voir intégrée dans la gestion communautaire. Par ces caractéristiques, a décrit M. le maire, la zone d'activité de Bagnols, actuelle et son projet d'extension, répond aux critères de définition de l'intérêt communautaire. Donc avant de solliciter la communauté de communes, qui est compétente en matière de création et de gestion des zones parcs d'activité, demandez au Conseil de donner son accord de principe sur l'extension de la zone d'activité actuelle. Donc, ce qui signifie que le fait de voter l'extension de zone artisanale d'une superficie plus grande de 2 hectares, ça nous permettrait que ce soit la communauté des communes qui porte ce projet, ce qui est logique, parce qu'elle a la compétence économique, et compte tenu que nous avons déjà beaucoup d'investissements à faire sur la ville de Bagnols-sur-Mer, ça nous paraît opportun de le faire dans ce sens. Est-ce que vous voulez intervenir? Oui, moi je trouve que c'est une bonne chose. Et si nous pouvions prendre le plan, parce que si ma mémoire est bonne, c'est en 2 NA, non? Je l'avais dit avant, c'est UE. Le 2 NA. Alors, si vous avez le plan, il y a un terrain de football, et puis il y a le ruisseau du Bouloum, qui longe le terrain de football. Vous le voyez? Oui, tout à fait. C'est sur la rive gauche. En continuité de la zone voilà, actuelle. La ligne de Madame Santerre et compagnie. Voilà. Mais est-ce que c'est sur la partie plate ou sur la partie très pentue qui prolonge la partie plate? Pourquoi je pose la question? Parce que dans la parcelle à côté, souvenez-vous à l'époque où fut faite cette zone d'activité, il y a eu un éboulement dont les cicatrices sont encore présentes et il est encore présent. Donc, question simplement, est-ce que cette zone d'activité longerait la partie plate au pied de ce piémont, ou est-ce qu'elle grimperait sur la partie pentue? C'est la seule question. Donc, l'idée c'est de la faire bien entendu sur la partie plate, tout en sachant qu'il y a dans cette partie, et quand dans la partie plate elle-même, sur le bas, il y a des zones rouges encore. Tout à fait. Et sur la partie d'une centaine, pour ne pas la nommer, mais il y a une partie qui est en zone rouge, non pas pour les inondations, mais pour la stabilité du terrain. Donc, bien entendu que ces parties seraient exclues de la zone, bien entendu. Je pense que l'idée c'est de l'étendre le plus possible, bien entendu que quand les pentes seront trop profondes, trop fortes, on ne pourra pas construire des hangars.
L'idée aussi, c'est de profiter de cette de l'extension de cette zone pour recalibrer, revoir un petit peu le problème du pluvial que nous avons ici, parce qu'au bout, en bas du terrain en centaine, donc décidément en bas du ruisseau que vous avez nommé, il y a juste une buse qui ne suffit pas à avaler, et l'eau traverse le terrain de M. Sall, je pense, pour aller sur la route qui elle, a été faite pour servir de ruisseau temporaire pendant les inondations, d'ailleurs qui s'inonde très peu. Et donc on profiterait, je suppose, pour un petit peu dévier la fin de ce tuyau, pour attraper, de ce ruisseau, pour attraper la piste existante de mémoire, et on retoucherait au niveau des vignes du JCB, dont on ne le voit pas ici, le contournement du Baïpoupou, hein, pour le renforcer, de manière à ce qu'on n'ait aucun risque ou encore diminuer davantage les risques que beaucoup d'eau arrive sur cette zone qui est l'ancien Baïpoupou, finalement, qui est l'ancien Baïpoupou. Donc après, bien sûr, ça nécessitera des études hydrauliques, etc. Là, on est sur un accord de principe, et après, à nous de travailler avec la communauté des communes pour que ce projet avance. Il me semble que c'est intéressant pour l'ensemble de la côte, parce que beaucoup de choses se font à Argelès, c'est pas mieux, hein, il va se faire une zone de 40 hectares, qui peut accueillir des grosses entreprises, tant mieux, parce que les gens de Bagnous pourront aussi travailler là-bas, mais nous, on a besoin aussi des artisans, des gens qui peuvent avoir une activité ici. Voilà. Ça vous paraît complet? Ok, donc je vous remercie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des personnes qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le cinquième point, c'est l'approbation de la 13e modification du plan d'occupation des sols, POS, valable plan local d'urbanisme, PLU. Donc c'est la 13e modification. Bien entendu, on est toujours dans cette démarche de transformer notre POS en PLU, mais en attendant que cette démarche soit aboutie, puisqu'elle va durer encore au moins 2 ans, on peut modifier le POS. Donc je vous laisse ça. Donc, il y a un arrêté municipal qui a prescrit cette 13e modification, et le commissaire enquêteur, suite à l'enquête publique, a rendu son rapport le 25 mars, il y a quelques jours, et il a mis un avis favorable. Donc il appartient aux membres du conseil municipal de délibérer sur le contenu de cette 13e modification, qui a pour objet de retraiter globalement un secteur afin d'y permettre un projet d'aménagement général d'une friche existante en zone urbaine qui est vectrice de troubles et de risques pour la sécurité et la salubrité, et de permettre également la densification urbaine en réponse aux évolutions législatives préconisées par le DOUP, qui est le document d'orientation et d'objectifs du SCOT. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point qui a été largement évoqué en commission d'urbanisme, on en a parlé à plusieurs reprises. Vous avez le rapport du commissaire enquêteur. Moi, je n'ai noté aucune remarque majeure. Quelques remarques des voisins qui étaient inquiets par rapport aux eaux de ruissellement, et d'autres qui ont mis des remarques qui étaient, je peux dire, pas hors sujet, mais qui ne concernaient pas directement cette modification. Et il y en a qui redoutent, par exemple, des fissures dans les habitations, des glissements de terrain quand la construction se fera, mais là, on est vraiment sur un problème privé. Et de toute façon, les constructions seront soumises à des études de sol. Donc là-dessus, il y aura des sécurités qui seront prises par les futurs constructeurs. Voilà. Vous voulez intervenir? Je voulais juste demander, il s'agit des palmiers quand on dit qu'il y aura une zone urbaine. Alors, ce qu'on voulait savoir, ce serait si c'est des résidences dans le style de Solaris ou plutôt des résidences Club Med avec animation, etc. Parce que c'est totalement différent. Non. Malheureusement pas. Moi j'aurais préféré, c'est plus porteur d'emploi. Oui, voilà, tout à fait. Malheureusement pas, mais on a beaucoup de mal. Moi j'essaie de temps en temps d'avoir si on a des investisseurs qui peuvent venir faire des complexes comme ceci, des villages de vacances, parce que, en respectant le poste, parce que c'est créateur d'emploi, malheureusement c'est pas le cas. Les investisseurs rechignent un peu venir, pas que sur Bagnous, sur la côte. Donc il s'agirait davantage d'une résidence hôtelière. Mais il y a quand même 110 logements de différentes tailles, et d'après les personnes qui ont commencé à déposer un permis, ça crée une dizaine d'emplois.
Et après, le risque, surtout, il faudrait faire attention, je pense, que ces appartements, pour l'instant en location hôtelière, ne se transforment pas en vente, ce qui arrive souvent, parce que là, ce serait quand même plus embêtant également. Alors, oui, ça c'est possible. Ce qu'on sait, c'est que c'est un établissement qui sera ouvert pas toute l'année, mais une longue période, au moins 8 mois, peut-être plus de 8 mois. Et d'après ce que j'ai compris, mais après, ça serait plutôt des investisseurs, les appartements seraient déjà vendus. C'est des investisseurs qui permettent à la construction et qui auraient après une société de gestion qui gérerait l'ensemble des biens. Donc, je ne suis pas trop sûr qu'on aille vers ça. Mais je ne suis pas certain. Après, on est dans le domaine privé. Là, après, c'est difficile. 112 appartements. Oui. Et moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est que ça fait une offre supplémentaire où on peut casser les prix en termes de résidence hôtelière. Et j'ai très peur de ce que ça va donner ensuite pour les particuliers balimains qui ont un petit appartement de vacances à louer et qui vont voir les prix cassés, bradés. Parce que ça se fait ailleurs dans d'autres villes. Enfin, je veux dire. Alors, moi je ne peux pas dire ce qu'ils vont faire ou pas faire, je n'en sais rien du tout, et puis personne ne le sait. Mais compte tenu de l'investissement qui est quand même relativement important, c'est une résidence qui a quand même du cachet. Il y a un gros effort d'intégration et puis il y a un gros effort architectural qui est fait sur cette résidence parce que l'investissement est important. Je pense que ce genre de résidence avec l'importance que ça sera des résidences qui auront davantage un plus que plutôt venir concurrencer les petits loueurs meublés de Banyuls parce qu'ils amèneront une démarche commerciale pour aller chercher la clientèle et pour faire vivre leur résidence plus longtemps. Après, c'est sûr, mais comment peut-on faire autrement? Il faut bien qu'on puisse avoir une offre. Je rappelle que c'est une résidence paie la taxe d'habitation, donc c'est intéressant quand même pour la commune. Ça créera des emplois. Moi, je pense que c'est une résidence qui a l'avantage pour tirer vers le haut, d'après les plans que j'ai vus, mais bon, on ne peut pas trop en parler puisque officiellement ils ne sont pas valables. J'ai pas ce sentiment. Et vous savez, ça c'est tout à fait personnel. Moi, vous savez que je suis encore hôtelier. Quand j'ai démarré ma carrière, il y a 35 ans en arrière, il y avait un hôtel à Banyuls. Et il y avait un hôtel à Banyuls. Chaque fois qu'il y en a un qui fermait, on se frottait les mains en disant chouette, il y en a un qui ferme, ça fera plus de clients pour les autres. Et finalement, non. Parce que moins il y a d'offres, moins il y a des gens qui viennent. La première année, il y a un léger frémissement de quelques pourcents parce que les premiers temps, les gens viennent et ils vont ailleurs. Mais quand les gens arrivent à Pâques, à Pentecôte, pendant l'été, que les hôtels sont complets, ils vont acheter ailleurs. Et quand les clients vont ailleurs, des fois, ils ne reviennent plus. Donc, il y a aussi le fait que l'émulation crée aussi le fait qu'il y ait plus de monde qui est dans la station. Et après, c'est vrai que ce que vous dites, on ne peut pas dire que non, on ne sait pas. Mais on ne le sait pas. Mais on peut penser que non. Et ce que je trouve dommage, c'est que dans la proposition que le groupe en question fait, il y a d'autres propositions qui sont sur, par exemple, des campus étudiants, où on sait que le lycée d'Argelès ouvre avec une proposition de BTS où il n'y a personne, il n'y a pas d'internat, et Ayagas a expliqué qu'il y avait des problèmes de logement, donc c'est sur une ligne de train où ça pourrait intéresser. Votre projet d'école de sommellerie pourrait aussi en profiter, et là on va se récupérer. Le risque qu'on ait, c'est 110 appartements, 110 c'est énorme, donc ça peut faire une offre effectivement touristique à prix bradé très très vite, et puis que ça ne réponde pas aux besoins dans les 2, 3, 4, 5 ans du développement de Banyuls. De toute façon, moi j'ai pas eu d'autres demandes. Hein. Ouais. J'ai eu personne qui est venu me dire je veux faire le campus étudiant, je veux faire des logements pour ceci. J'ai l'offre zéro pour l'instant. J'ai eu, comme tous les maires, je suppose, la visite de gens qui veulent investir dans les communes. Quand les gens viennent, ils sont toujours très, très sympas. Vous savez, alors, monsieur le maire, quels sont les besoins de la commune? Et moi, je dis, les besoins de la commune, pourtant je suis hôtelier, c'est de faire des hôtels. C'est de faire un hôtel de prestige. Si on avait un hôtel 4 étoiles à Banyuls-sur-Mer, ça permettrait, etc. etc. Alors, non, c'est pas rentable, ça ne nous intéresse pas, etc., etc. Et on n'a pas d'offre. J'ai pas d'offre. C'est la seule offre qu'on a eue pour l'instant sur ce terrain. Après, je rappelle, ça fait 15 ans qu'il est fermé, ou 10 ans qu'il est fermé, et nous sommes sur une problématique de friche touristique
touristique qui est très délabré, complètement cassé à l'intérieur, et qui maintenant pose un problème de sécurité. Pour la sécurité, parce qu'il y a toute une population à l'intérieur qui est ce qu'elle est, mais on ne sait pas demain ce qui peut se passer. Et c'est vraiment un gros souci. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dû prendre un arrêté de péril, j'ai dû les contraindre à barricader, à fermer, et malgré ceci, il y a encore du monde dedans. Beaucoup moins, parce qu'on a réussi à le réduire, mais il y a encore du monde dedans. Et donc le danger, c'est qu'à un moment, ça nous échappe complètement. Mais le terrain appartient à la commune et c'est elle, parce que c'est elle qui vend. On est dans une affaire privée, c'est voilà, le comité d'entreprise total qui vend à qui il veut. Bon, c'est sûr que, je le dire comme ça, personne ne va nous entendre, c'est que la commune a toujours les moyens d'émettre les choix. Oui, bien sûr. On est quand même dans un domaine privé. On n'a pas de levier fort. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. À la page 16, il y a noté la superficie totale du projet se situe à environ 7900 m², dont 5000 m² servant de terrain d'assiette de l'ancien centre de vacances. On pense de 5000 à 7900. Comme on n'a pas vu, enfin je ne suis pas de la commission urbanisme, est-ce que vous pouvez avoir quelques explications concernant cette augmentation substantielle? Je crois qu'ils ont acheté, d'après ce que je comprends, dans le lot, il y a la vigne qui est derrière. Vous savez qu'il y a une vigne derrière. En dessous de chez M. Berenguer, il y a une vigne. D'ailleurs, que travaillait Olivier Capel. Et qui appartenait à la famille Capel. Voilà. Et cette vigne, je pense qu'elle est là le lot. Donc je pense qu'il y a oui. Donc, ce serait impacté, la vigne serait construite aussi. Pas la totalité. Et... Mais alors là, attendez, moi je dis ça sous réserve, parce que dans la logique, on n'a pas le droit de parler du permis, parce que le permis, ce n'est qu'une intention. La vigne était dans la totalité, c'est une terrain à reconstruire. Oui. Donc, à quelle hauteur? Et elle a été achetée. Si c'était 1000 m² à la rigueur, je dis bon, c'est la même, mais de 5000 à 7900, c'est quand même une superficie. Il y a cette vigne qui est dedans, et après, est-ce qu'Elf Aquitaine, les palmiers consomment toute la capacité de terrain? Je ne le sais pas, franchement, je ne le sais pas. Quand ce dossier est arrivé en commission d'urbanisme, il a été longuement débattu. L'architecte des bâtiments de France s'y est prononcé dessus. Il y a juste retouché à un endroit la hauteur, mais pas sur la zone d'Elf Aquitaine, ailleurs. Il n'est pas apparu criard qu'il y ait d'élévation et qu'il y ait une concentration de plus que ce qu'elle existait. D'après ce que j'ai compris, l'ensemble des bâtiments existants serait rasé et une partie de la colline aussi, de manière à rabaisser les bâtiments. Et la vigne qui est vers chez M. Berenguer, mais là je parle, j'ai pas aucune certitude, mais d'après ce que j'ai compris, la construction ne serait pas en totalité, n'aurait pas un impact en total sur cette parcelle, sur cette vigne-là. Et il y a une continuité qui se fait, d'après ce que j'ai vu. Mais le permis, il n'est pas définitif pour l'instant. Il est soumis, pour l'instant, on ne peut pas en parler. Oui, je comprends. Donc cette augmentation de superficie totale du projet, de 5000 à 7900, proviendrait peut-être de la ville. C'est qu'une supposition, moi je pense que oui. De toute façon, on le verra dans le permis de construire. C'est ça? Oui. Et là alors, de l'Orez, on le passe. Dans la surface, on a également des terrains en face des palmiers, zone UD, petit a, complète. Le parking. Oui, les terrains techniques, voilà. Les parkings ne sont pas impactés parce que les parkings qui actuellement, là où il y a les tennis et parkings, tout ça c'est pas construit. La construction sera de l'autre côté de l'ancien Baïpoupou, de l'autre côté de l'ancien Baïpoupou. Et les parkings seront conservés. C'était une des raisons, si ma mémoire est bonne, c'était une des raisons du fait qu'on ait dû modifier le poste parce qu'il y avait un transfert de poste qui n'était pas autorisé parce qu'il y avait un cours d'eau qui le séparait de ces parkings à l'autre côté. Et donc il y avait dû avoir cette modification
pour permettre ce transfert de course. C'est là l'essentiel de la modification. Par rapport à l'altitude zéro, cette nouvelle construction sera-t-elle plus haute que la construction actuelle? Non. Normalement, non. Non. Les plans qu'on a vus, non. Voilà. De toute façon, on va veiller à ce que cette construction corresponde à ce qu'on a souhaité. S'il s'avère qu'on n'est pas satisfait, les bâtiments de France, on est dans le périmètre des bâtiments de France, interviendront. Et les personnes qui ont assisté à la... Bon, M. Cobé maintenant ne peut plus s'exprimer, mais M. Colomine aurait pu le dire, on a regardé quand même ce permis relativement en détail avec les conseils nécessaires. Il a semblé faire l'unanimité à la commission de l'urbanisme. C'est pour l'information. Donc, on retient que par rapport à la hauteur actuelle du bâtiment, les nouveaux bâtiments ne dépasseront pas cette hauteur. Non. Bon, j'ai noté que les palmiers, plus de 500 mètres de rivage, certains bâtiments du centre des palmiers sont à moins de 500 mètres. Mais pour moi, ça ne me touche pas beaucoup, ce fait-là. J'ai noté, de la part du commissaire enquêteur, il ne s'inscrit pas dans les espaces proches du rivage. L'ancien centre de vacances et palmiers est situé à plus de 500 mètres du rivage. Les bâtiments après la piscine sont à moins de 500 mètres. Mais ce n'est pas, à mes yeux, je le dis, très important. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas mesuré. Comment? En plus, on est en zone urbaine. Mais bon, je ne l'ai pas mesuré. Pardon? On est en zone urbaine. Oui. Non, mais je dirais. Oui, Le commissaire enquêteur fait cette remarque. D'accord, oui. Le centre doit être à 500 mètres, mais les bâtiments qui sont à côté de la piscine... Alors, l'inquiétude du voisinage, je vais vous le dire. Des gens qui nous ont sollicité, qui nous ont demandé des études des lieux, c'est l'inondation. Oui. Alors, ils souhaitent une garantie d'inondation. C'est plus que l'inquiétude. Chez un couple, c'est une hantise. Parce que ça va augmenter le débit de ce qui se déverse sur le canal qui vient déboucher vers l'office du tourisme. C'est une inquiétude parce que les eaux vont ruisseler jusqu'au ce qu'on appelle le pont de la Léoule, Oui. vont longer la même Pétermas, passer dans l'étoile, et puis en oblique, venir se jeter au l'office du tourisme. C'est le circuit. Normal, oui. C'est le circuit. Oui. Donc, ils ont peur que ça n'avale pas la totalité de l'eau. Si vous dites, s'il y a davantage de cimenter, d'asphalter ou de goudronner ou tout ce qu'on veut, il y aura moins d'infiltration. Ils ont fait ces remarques. Ouais. Alors, leur garantie, les gens qui au demeurant n'étaient pas forcément contre, mais ils ont dit, là on veut une garantie. J'ai dit, ça m'étonnerait qu'on autorise à construire si la mise en d'eau n'est pas assurée. Il faut qu'il toute construction doit gérer ses pluviaux. Oui. Donc là-dessus, je l'ai regardé, mais on parle sur un plan qui est un permis qui normalement n'a pas lieu d'être commenté. Mais bon, on est un peu... bon, mais bref. Donc ils ont obligation de gérer leur pluvial. D'après ce que j'ai lu, mais alors c'est vraiment de mémoire, si ma mémoire me trompe, je ne dirais pas qu'on le prenne pour argent comptant. Je ne pense pas qu'il y ait une aggravation tellement importante de l'eau qui soit captée. Parce qu'il y a quand même déjà pas mal de toits sur les palmiers. Et je n'ai pas compris qu'il y avait un problème là. Ensuite, je le disais par rapport à la zone artisanale, et quand on regarde l'épisode pluvieux qu'il y a eu actuellement, mon fils, moi, il habite à la zone artisanale, il y a eu de l'eau, mais ils n'ont pas été inondés du tout. Ils n'ont pas eu une goutte d'eau dans les caves, pas du tout d'eau. Donc, ça a bien fonctionné. Si on arrange la zone artisanale, ce qu'on a voté après, on mettra des garanties supplémentaires, des ouvrages supplémentaires pour que là où le bail-poupou tourne un peu à un angle droit, ou en tout cas il y ait une courbe, ça soit plus résistant et un peu plus haut, de manière à ce qu'il y ait vraiment éviter tout débordement ici. Normalement, il n'y a pas vocation à ce ruisseau à recevoir beaucoup d'eau, parce qu'il a été détourné. Mais est-ce que toute l'eau, enfin, il n'y a peut-être pas de réponse à cette question pour l'instant, mais est-ce que toute l'eau irait dans ce ruisseau qui passe sous le pont de chemin de fer, enfin, oui, je pense que... Est-ce que toute l'eau irait ici, ou alors dans le tout petit ruisseau qui longe la vigne et qui va à la rue des Œillets? Moi je pense parce que la rue, pardon, la rue des Œillets, le ruisseau est étroit de 60 cm. Donc,
je dis qu'on m'a demandé personnellement d'y aller, de mon avis. J'ai dit, je ne le connais pas bien, je me dis, allez voir M. Guinaud qui peut-être a une solution, mais apparemment ils ne sont pas venus. Non, vous n'avez reçu personne. Voilà, le ruisseau est tout petit. Alors, si l'eau qui longe la vigne, ensuite continue vers la rue des œillets, les gens ne ont fait pas cette inquiétude. C'est la seule inquiétude des gens qui nous ont consultés, pas qu'à moi, hein. C'est le risque d'inondation. On veut une garantie d'inondation. Est-ce qu'on nous garantit le risque d'inondation? J'ai dit un permis n'est pas donné si ce n'est pas garanti. Mais je ne me suis pas avancé autre chose. Moi, je n'ai pas le sentiment que ce bâtiment supplémentaire, de toute façon, il est plat, donc il y aura moins de rapidité sur des eaux, puisqu'il y aura moins de surface. Mais moi, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu, et je pense que c'est souhaitable, l'eau va davantage dans l'ancien Baïpoupou, dans le ruisseau du pont, qui passe sous le pont, qui est bétonné, plutôt que dans le petit ruisseau qui passe là où vous indiquez et qui va à la place du marché, parce qu'à mon avis, ce ruisseau est déjà trop petit par rapport à l'eau qui recueille maintenant. Donc il vaut mieux qu'ils mettent l'eau dans l'autre ruisseau. Mais si la partie vigne... Non, je pense pas. Parce que je pense qu'il faut récupérer l'eau. Il y a une continuité, d'après ce que j'ai vu, une continuité des bâtiments. Ils récupèrent l'eau plus sur l'autre côté. J'ai pas vu, moi, et après, de toute façon, ça sera soumis on va le regarder attentivement. Et la question, c'est pas d'aller noyer les gens. Hein. La question, c'est que, et vous faites bien de le dire, de toute façon, il y a déjà des remarques sur le commissaire enquêteur, et puis les gens qui sont à la commission de l'urbanisme, quand le permis nous reviendra, on le regardera attentivement. Mais logiquement, et moi c'est mon souhait, c'est que l'eau aille dans le Baïpoupou plutôt que dans ce petit ruisseau qui à mon avis, est déjà bien encombré. Et petit. Je pensais pour la construction de la vigne, comme elle est en contrebas, est-ce que ça sera rasé jusqu'au niveau de la vigne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La construction qui sera sur la vigne, qui est réellement en contrebas par rapport à l'heure actuelle, je me demande comment ils le feront aller, à moins que de l'orienter vers la route qui descend de Bartissol vers le Baïpoupou. La vigne est en réel contrebas. Donc je pense que cette eau-là ira dans ce ruisseau. Je suis pas sûr, mais d'après ce que j'ai compris, la construction qui est sur la vigne, elle n'est pas très importante. Je crois que ça fait 20 mètres par 5, mais je ne suis pas sûr. Ça n'a pas l'air d'être une construction monstrueuse. J'ai pas vu, moi, sur la vigne, quelque chose de très important. Mais de toute façon, on en tiendra compte quand on délivrera le permis, si on le délivre par rapport à toutes les remarques qui sont données. Oui. Excusez-moi, est-ce que ce secteur-là est actuellement inscrit dans le DICREM, qui est le dossier d'information communale de risque majeur? Est-ce que ce secteur a été répertorié comme un risque ou pas? Comme tous les territoires. Non, mais est-ce que ce secteur-là peut être rouge? Non, c'est pas terrible. Non, voilà, ça concerne tout le territoire communal et après, il n'est pas en zone rouge, il n'est pas en zone bleue, il est classé normalement. Vous savez que maintenant, pour changer les classements du PER, c'est très compliqué. Quoi, hein, donc, RTL et tout ça. Il n'y a rien qui est modifié à ce sujet et moi, je n'ai pas le sentiment du tout qu'on aggrave la situation dans ce quartier. On arrange la situation parce que je rappelle qu'on a une friche industrielle qui est dangereuse et qu'à un moment il faut l'arrêter parce que c'est insupportable et c'est insupportable pour le voisinage aussi. En plus de la commune, c'est insupportable pour le voisinage. Après, des remarques ont été faites. On va en tenir compte et les autres, de toute façon, ils ont obligation de capter leurs eaux de ruissellement. Ils ont obligation de nous proposer un plan, manière dont sortent les eaux, etc. Mais moi, je n'ai pas vu, et de toute façon, je le redis, on y fera attention, je n'ai pas vu d'aggravation de ces eaux de ruissellement. Je n'ai pas vu. Moi, je peux comprendre que les voisins soient inquiets, hein, mais... Donc, je me fais le porte-parole de ceux qui nous ont dit que ce projet n'augmente pas les risques d'inondation. Moi, très franchement, je ne pense pas. Je me fais l'écho de Après, qui parmi nous peut garantir qu'il n'y ait pas d'inondation et qu'il n'y ait pas d'inondation à tel endroit de Mayouz, des malins qui peuvent dire ça. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent s'abstenir? Deux qui sont contre? Je vous remercie. Alors, avis de la commune sur le projet des programmes littoral local d'habitat, PLH, arrêté par la communauté des communes Albert Cotermet. Donc, en matière de compétences obligatoires de la communauté de communes, figure celle du logement, du cadre de vie, de la politique de la ville,
sur le territoire communautaire et plus particulièrement le programme local de l'habitat. Le 6 février dernier, le Conseil communautaire a arrêté le projet de PLH pour les années 2015 à 2020. Ce programme devra permettre de guider l'action publique dans la politique du logement. Des orientations et un programme d'action en matière de politique de l'habitat ont été élaborés. Ainsi, le projet vise à répondre aux enjeux des 5 orientations principales: assurer l'attractivité du territoire en accord avec les principes du SCOT, améliorer les trajectoires résidentielles choisies et l'accès à l'hébergement, construire un programme doté d'objectifs quantifiés et territorialisés, développer une politique de l'habitat partagé, étudier la faisabilité de la prise de gestion des aides à la pierre. Pour atteindre ces objectifs, un programme d'action a été élaboré. Par courrier en date du 2 mars 2015, le président de la communauté de communes a sollicité l'avis de la commune conformément au code de la construction et de l'habitation, et vous avez donc le document dans l'annexe numéro 3. Moi j'ai quelques commentaires et après je vais vous citer la parole. Donc, le programme local d'habitat nous engage quelque part, puisqu'il est conforme avec le SCOT qui a été voté qui a été approuvé en 2014, mais en février, avant les élections, et sur lequel on a émis une contestation. On l'a contesté puisqu'on a demandé qu'il soit modifié. Puisque vous savez, le SCOT littoral va être est obligatoirement en modification, puisqu'il doit intégrer les communes de Vages, Orcafa et N. Et donc, par ce fait, il est en modification. Moi, j'ai écrit, je vous en avais déjà parlé, j'en ai parlé à la commission de l'urbanisme, pour contester ce document. Je rappelle qui répartit le droit à construction ou la capacité de construction des communes, et sur le territoire de la Côte-Vermeille, des 4 communes, il définit dans un document qui est très contradictoire déjà par lui-même et qui manque de cohérence. Il détermine 1500 logements sur les 15 prochaines années. Ça veut dire que si on faisait un calcul qui n'est pas le bon, mais pour s'en rapprocher très rapidement, sans tenir compte des péréquations entre les communes, ça veut dire qu'on pourrait construire 100 logements par an pendant 15 ans, c'est-à-dire 25 logements par commune. Si je prends ne serait-ce que la ville de Bayonne-sur-Mer, qui a 13 ou 14% de logements sociaux et qui doit obligatoirement en avoir 25% d'ici 2 ans, 3 ans, même si elle construisait que des logements sociaux pendant 15 ans, ce qui est absolument impossible, on n'arriverait pas à atteindre les quotas. Donc ça veut dire qu'il y a un mauvais calibrage de ce SCOT par rapport à la ville de Bayonne-sur-Mer, tout en sachant que le SCOT veut regarder l'urbanisation sur une vue d'ensemble sur les communes, alors qu'on a la ville de Cerbère qui a plus de 30% de logements sociaux, Port-Vendre qui a plus de 30% de logements sociaux, Collioure-et-Bagnous qui sont en déficit. Donc il y a une vue globale par rapport à une répartition de logements, mais il n'y a pas une vue globale par rapport à la répartition qu'on pourrait faire des logements sociaux. Et ce qui voudrait dire aussi, c'est que s'il rentrait, ou si une commune de la communauté des communes dépassait 15 000 habitants, et je rappelle qu'Argès est à 10 ou 11 000 habitants, donc pourquoi pas, dans quelques temps, on serait pénalisé durement, puisque c'est, d'après les calculs, c'est 1 500 € par an de pénalité par logement manquant, donc ce qui représenterait des sommes colossales pour la ville de Sur-Mer. D'autre part, il y a d'autres incohérences. Quand on se bat à Bagnous pour maintenir l'emploi, pour maintenir le centre Guillaumarin en activité, et qu'on ne peut pas faire des logements pour les personnels qui travaillent sur place, quand on veut avoir une politique au niveau du logement à Bagnous-sur-Mer, on ne peut pas faire de lotissements communaux, en tout cas c'est très compliqué, on ne pourrait pas en faire parce qu'on ne pourra pas faire des logements pour des primo-accédants. Ça va à l'encontre de la grande politique, à mon sens, du développement durable, puisque ça veut dire qu'on pourrait travailler à Bagnous et il faudrait se déplacer pour travailler, alors que les grandes politiques maintenant de développement durable, c'est de construire là où on travaille, de manière à éviter les déplacements, de manière à éviter la consommation, taxe carbone et les effets de serre. Et donc on se retrouve là aussi en contradiction. Donc il y a tout un tas de choses qui nous dérangent, donc on a mis des réserves sur le SCOT. Donc si vous allez à l'annexe,
lirai la lettre que j'ai écrite après. Si vous avez l'annexe, le projet local d'habitat du 2 avril 2015, donc, il y a d'abord quelques incohérences par rapport à ce qui a été dit, parce qu'il se base sur comment je peux dire, il se base sur des chiffres qui datent de 2010, 2011, donc qui ne sont pas à jour. On est en 2015, il y a beaucoup de constructions qui ont été faites. Il relève par exemple, il manque dans ce plan local d'urbanisme, il manque par exemple les projets de Roussillon Habitat dont les permis vont se signer incessamment sous peu, 36 logements sociaux, 5 parcelles. Il ne tient pas compte des 23 logements accordés résidence Le Corail, des 112 logements prévus à l'ancien centre épargné, c'est ceci, une opération HLM Louis-Astre 4 que l'on souhaite réaliser, l'enceinte de la rectorie sur laquelle il y a un jugement, mais le jugement, à un moment, il arrivera à terme, c'est une zone constructible, il y a 4 hectares constructibles, donc il ne tient pas compte de tout un tas de choses qui sont faites. Voilà. Donc par ceci, on le considère qu'il ne correspond pas à ce qui se passe actuellement. La carte qui est présentée est très illisible. Il y a des distinctions impossibles à réaliser entre les zones urbanisées bloquées et les zones urbanisées de fait. La carte d'obsolète photo aérienne de 2009, donc on est quand même sur des vieilles photos. Voilà. Donc il y a tous ces points que l'on veut mettre en place. Donc à la réunion de la communauté des communes, comme c'est une obligation de voter l'OPH, j'ai émis des réserves et nous avons voté favorablement avec ces réserves que je viens de vous dire, de manière à ce qu'on ne soit pas bloquant par rapport à lancer des travaux au niveau de la communauté des communes, mais que nos prescriptions soient prises en compte quand on en sera à la modification du SCOT, ce que j'espère. Donc, est-ce que vous souhaitez que je vous lise la lettre que j'ai écrite au mois de janvier 2015? Oui. Donc, comme j'ai pu exprimer lors de la réunion du 12 janvier dernier, je ne peux valider le dossier présenté dans le cadre du programme local d'habitat. En effet, je vous ai indiqué et expliqué mon désaccord sur les objectifs de construction du SCOT qui limiterait à 1500 logements sur 15 ans les 4 communes du canton de la Côte-Vermeille, soit une moyenne de 25 logements par an pour chaque commune, ce que je viens de vous dire. Et en plus, ce qui me dérange dans cette règle, c'est qu'on dit, bon, mais vous avez 1500 logements, débrouillez-vous entre vous. Donc ça veut dire que Port-Vannes a déjà fait son PLU, très bien, il consomme 30% ou 35% de ces 1500 logements. Collioure, bon, il a retiré, mais ils avaient un PLU qui consommait 40%. Donc, la vérité, c'est qu'il restait 75% à se répartir entre Cerbère et Bagnous. Et, à mon avis, lorsqu'on construit des communautés de communes, lorsqu'on veut que les gens travaillent ensemble, il n'y a rien de pire qu'aller se disputer, le bout de gras pour tant fait 10, moi j'en fais 5, combien il en reste, etc. C'est mettre les communes dans une concurrence pas malsaine, mais en tout cas une concurrence qui n'est pas appropriée. Et donc je pense qu'il vaut mieux que le développement de chaque commune soit pris en compte avant de fixer des quotas comme ça. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord. Je continue. La municipalité entend répondre aux besoins de ses habitants en matière de logement. Partant de là, pourquoi vouloir adopter un PLH qui s'appuierait sur des hypothèses contestées, ce que j'ai dit tout à l'heure. De plus, j'attire votre attention sur les éléments suivants concernant la fiche d'engagement de la commune de Veneux-sur-Mer 2014-2015 qui n'a pas été réactualisée. Nous en sommes déjà en 2015. Donc on va voter un PLH de 2014 à 2015 qui maintenant, ils ont simplement décalé la date 2015-2020, mais ils n'ont pas réactualisé. Les données INSEE, tant pour la population que pour les résidences, sont mises à jour au 1er janvier de chaque année. Il serait donc judicieux de revoir les chiffres mentionnés 2010 et 2011. Livraison en cours erronée, 74 logements pour étudiants sont livrés et occupés depuis 2013. Ce sont les logements du laboratoire AGO qui sont faits dans le nouvel immeuble. Sur les 132 logements privés, 71 logements de la résidence Lumière d'Arbre sont livrés et occupés depuis juin 2014, qui ne sont pas comptabilisés. 21 logements de la résidence d'Engroc sont livrés et occupés depuis 2014 et 10 logements sont en cours de livraison. Les 30 logements de la résidence Les Bambous sont livrés et occupés depuis 2013. Il convient d'y transférer certains programmes portés sur des
ligne d'engagement 2014-2016 hors lotissement communaux. Engagement de production de logements 2014-2016 à réactualiser, ce que je disais. Il convient d'y transférer certains programmes portés sur 2017-2019, résidence et le Corail avec 23 logements permis en cours d'instruction. Ensuite, il y a l'engagement de production de logements 2017-2019 qui est à réactualiser. De nouvelles opérations sont projetées. Plusieurs paramètres n'ont pas été pris en compte. La création de nouveaux bâtiments, travaux en cours de réhabilitation, qui abritera un aquarium, de multiples locaux destinés aux chercheurs, ainsi qu'un étage dédié au laboratoire Pierre Fabre, spécialisé dans le médicament, la santé et la dermocosmique. Cette implantation va automatiquement engendrer l'augmentation de la population principale sur la commune, qui devrait logiquement se retrouver à se loger sur le village afin d'éviter le déplacement, travail-domicile, ce que je disais, en conformité avec les exigences d'un développement durable. La création d'une école de sommellerie, qui j'espère se fera et créera des emplois. L'ensemble des éléments portés sur cette fiche P41-58 n'est pas exploitable, tout y est pratiquement obsolète. Il conviendrait de procéder à sa réactualisation, car il ne faut pas oublier que le PLH est un document qui sera pris en compte sur les 5 prochaines années. De plus, le document plan local d'urbanisme en cours d'élaboration devrait être compatible avec le PLH. Je suis également surpris de constater qu'aucune référence n'est faite dans le PLH concernant les déplacements. Concernant les enjeux et l'atour que peut représenter là, je pense qu'il serait judicieux d'y prévoir certains ajustements tenant compte de la spécificité de notre territoire. Donc voilà. Est-ce que vous voulez intervenir par rapport à ce que je viens de vous dire? Ça vous paraît assez clair? Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de voter malgré tout ce PLH avec les réserves que je viens d'y mettre, de manière qu'elles soient prises en compte et qu'on ne nous dise pas, et vous vous réveillez au dernier moment, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire, vous n'avez jamais dit jusqu'à présent. Donc, de toute façon, ce fut dit en communauté des communes. Ce fut dit en communauté des communes, et ce fut accepté par le président aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent s'abstenir, qui sont contre? Voilà, je vous remercie. Alors, dénomination d'une voirie des Bastides d'Azur. Vous l'avez en annexe 4. Donc, conformément au Code général des collectivités territoriales qui octroie au Conseil municipal une compétence de principe pour la dénomination des voies et places, il sera proposé à l'Assemblée de bien vouloir procéder à la dénomination d'une rue privée qui pourrait être baptisée rue Les Bastides d'Azur. Cette dénomination a été sollicitée par les copropriétaires de la résidence. La propriété est située en prolongement de la rue du Moulin à Vent et son manque d'indication engendre des problèmes de courrier ou de livraison. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Non. Personnes qui s'y opposent, s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, dénomination d'une place publique au Masparé, place de las Oliveras Cramadas, c'est en annexe 5. Voilà, donc également, conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé à l'Assemblée de procéder à la dénomination d'une place, 6 au Masparé, qui pourrait être baptisée place de las Oliveras Cramadas. Cette place a une superficie de 51 mètres carrés. Alors, comme je me suis rendu dans les masses pour faire un point avec les habitants que j'avais reçu d'ailleurs sur une réunion, et pour regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire pour eux. Bon, on fera certainement des travaux au Mazaxer pour améliorer une route, et ici ils m'ont demandé ça. Donc, oui. Alors, si je peux me permettre, oui, il y a 12 ans, une douzaine d'années, le regretté Jeannot Capalleras avait déjà gravé sur une pierre qu'il avait fixée à son balcon, place dans les Oliveras Cramadas. Il avait déjà baptisé. Donc, si ça doit être mis sur une façade, et si on pouvait un souvenir de Jeannot, que la plupart avaient connu, le faire sur une pierre et le graver, mais si c'est mis ailleurs, je demande pas qu'il y ait une pierre. Par contre, il faudra mettre Cramadas avec un E et pas un A. Cramadas, c'est CRE. Voilà, c'est un détail. Alors, on y est allé avec Rémi Bouille. On a rencontré des gens de là-bas, et comment s'appelle cette dame? Votre ancienne première Orsini. Non, Orsini. Orsini. Voilà, il semblerait qu'ils sont tous d'accord pour qu'on le mette contre son mur. Alors on s'est engagé à leur faire une petite pierre sympa, et on va le faire forger. Tout le monde a l'air content que ce soit comme ceci.
Voilà, donc après ils m'ont donné un historique, je ne vous le dis pas, voilà, je peux le faire passer si vous voulez, vous le connaissez. Voilà, donc je pense qu'il n'y a personne qui va s'opposer à ça. Non? S'abstiennent? Je vous remercie. Alors, dénomination d'une place publique et des Buxédas. Alors, on peut être tous nostalgiques, moi je le suis un peu, et donc M. Buxédas est un homme qui a de Manioulin, qui a certains talents pour faire de la musique, beaucoup de talent, qui a sa petite clientèle, qui a connu, qui a eu la Légion d'honneur, qui est un monsieur bon, qui est atypique, qui est très sympathique, moi j'aime beaucoup cet homme-là, qui fait partie de l'histoire de Banyuls. Voilà. Donc, beaucoup de Manioulins m'ont dit, et encore la dernière fois au repas de l'ancien marin, c'est quand même dommage qu'on ne fasse pas un petit quelque chose pour cet homme-là, et profitons qu'il soit encore en vie. Il a 93 ans, 92 ans, 93 ans, je ne souhaite pas de mourir, s'il vivait 10 ans de plus, je serais ravi de lui donner la médaille de la ville pour ses 100 ans, mais malgré tout le temps passe. Et donc il m'a paru opportun d'essayer de baptiser un petit morceau de rue, un petit morceau de place. Donc j'ai, dans un premier réflexe, je voudrais baptiser la place où il y avait le bowling avant, la petite place montant rue Jean Bart, à la place Élie Buxédas. Il y a sous cette place une fontaine qui s'appelle la fontaine Pompefade. Voilà. Alors on me dit c'est la fontaine Pompefade, c'est le nom de la place. On a regardé, on n'a pas de délibération du conseil municipal qui appelle cette place la place de la Pompefade. Donc il ne s'agit pas de débaptiser les hommes pour mettre les autres. Moi je pense qu'on pourrait appeler cette place place Élie Buxédas et conserver la fontaine de la Pompefade. Voilà. Après s'il y a des gens qui ont des observations, moi je vais bien écouter tout le monde là-dessus. Ça tombe bien, parce que Messiaen, dans une de ses œuvres symphoniques, s'est inspiré du chant des moineaux dans cet angle, de cette place. Et comme il est musicien, il dit, ça tombe bien. Ça tombe bien. Messiaen s'est inspiré du chant, c'est lui qui l'a dit. Alors moi je ne tiens pas à débaptiser qui que ce soit et à fâcher quelqu'un pour faire plaisir à un autre. Voilà. Mais pour les anciens Manioulins, moi je commence à être un peu un ancien Manioulin. Les gamins qu'on était, on allait tous au bowling là-bas, et Buxédas, ça a été un peu notre enfance, notre jeunesse, et voilà, donc ce petit morceau de place, il n'est pas très bien, il n'est pas très grand, ça lui fait énormément de plaisir, et après il pleurait quand je lui ai dit, voilà, donc j'espère que le conseil municipal sera d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a des personnes qui se opposent, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, cession à l'euro symbolique au conseil général des Pyrénées-Orientales de la parcelle communale cadastrée section N 604. Donc la commune est propriétaire de ce terrain qui est au lieu dit Tailloc. Dans le cadre de l'aménagement de la RD 914 qui va vers Cerbère, le Conseil général a par courrier du 19 février 2015 sollicité l'acquisition foncière pour partie de cette parcelle 171 m². Par courrier du 10 mars 2015, le service des domaines a estimé la valeur vénale de cette parcelle à 105 €. Toutefois, considérant l'intérêt général qui s'attache à cette opération, la cession est consentie à l'euro symbolique. Les frais concernant cette transaction étant pris en charge par le Conseil général. Il appartient donc au Conseil de se prononcer sur cette cession et d'autoriser M. le maire à prendre toutes les formalités nécessaires. Je pense que personne ne s'y opposera. Ce sont des délaissés pour pouvoir agrandir la route. Ces personnes, là vous l'avez en annexe 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'abstenir, qui vote contre? Je vous remercie. Alignation d'une parcelle communale rue du professeur Pruvot, annexe numéro 8. Allez. La commune est propriétaire d'un terrain, rue du professeur Pruvot, qui est cadastré AB 978, d'une contenance de 215 m². Ce terrain est situé sur le POS en zone 3NA et sur le PPR en zone blanche et rouge. Il est desservi par une route communale. Cet espace ne présente aucun intérêt général ou d'utilité publique. La direction départementale a estimé le 3 octobre 2014 la valeur vénale de ce terrain à 21 000 €. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette cession et d'autoriser le maire à prendre toutes les formalités nécessaires. N'allez pas croire que je suis pris d'une phobie de tout vendre dans ce qui appartient à la commune, je le dis. Simplement, pour vous rafraîchir la mémoire, on avait voté en conseil municipal l'échange de terrain, d'un terrain qui est situé en zone rouge à côté du Sky Park, famille Lopez, ou un nom comme ça, excusez-moi sur le
terrain, parce que ces gens habitent dans ce coin. Donc, quand on a voulu faire l'échange, on a demandé une estimation des domaines du terrain qu'on cédait par rapport au terrain qu'on échangeait. Le delta, nous 21 000 euros, et le delta du terrain qu'on récupérait était de 2 000 euros ou moins de 2 000 euros. Donc il y avait 20 000 euros d'écart. Donc quand on a voulu faire l'échange, ce qui est logique, on a demandé à ces personnes si elles voulaient s'acquitter de la différence pour que l'échange soit équilibré. On n'a pas eu de réponse. Parallèlement à ça, il y a M. Papalardos, qui est propriétaire de l'ancien Fanal, qui s'appelle Voile Bleue ou le Grande Bleue, ou un truc comme ça. Là, la Grande. Voilà. Donc, qui a un déficit de parking et qui vient me voir tous les 4 matins en me disant mais comment on fait pour faire le parking, etc. Vous n'avez pas les terrains, il va absolument acheter des terrains de l'EDF, mais bon, c'est pas possible de les vendre, j'ai un ancien coffret électrique, etc., etc. Et dans la conversation, je lui ai dit écoutez, le seul terrain qu'il y a là-bas, c'est ce terrain, mais il est promis sur un échange. Il m'a dit, si ces personnes ne veulent pas prendre ce terrain, je vous en prie, vendez-moi-le, parce que ça nous rendra service pour notre établissement, etc., etc. Donc, écoutez, quand on aura une réponse, on va la dire. Les personnes nous ont dit qu'ils ne voulaient plus acheter ce terrain et que l'échange, ils ne voulaient pas payer la différence entre. Donc, on s'est retourné vers M. Papalardos, qui est ravi d'acheter ce terrain, qui est un terrain qui a vraiment peu d'intérêt, il est très pentu. Je ne sais même pas comment il est estimé comme ça, mais tant mieux, qui est très pentu, sur lequel il faut qu'il fasse un peu de travaux, pas mal de travaux, pour pouvoir y faire un parking, pour y loger les clients de sa petite résidence hôtelière. Voilà. Vous avez l'explication. Est-ce que vous voulez intervenir? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'abstenir? Qui sont contre? Merci. Donc, intempéries de novembre 2014. Demande de subvention pour les dégradations de des pistes d'FCI incluses dans la taxe départementale des pompiers. Modification du plan de financement, modification de la libération numéro 03 du 5 février. Effectivement, donc suite à un changement dans la nomenclature comptable des services de l'État, il convient de modifier le plan de financement que le Conseil avait adopté le 5 février dernier, puisque les subventions susceptibles d'être allouées dépendent de la DETR. Donc le tableau de financement qui est joint à la note de synthèse intègre la DETR en lieu et place des aides qui avaient été sollicitées auprès d'une autre ligne de crédit. La DETR sont des fonds qui sont gérés en direct par Madame la préfète et qui nous les a octroyés pour qu'on aille plus vite, pour qu'on puisse arranger ces pistes avant l'été, parce qu'il y a un danger probant de risque d'incendie, et donc pour combattre l'incendie, vous ne pouvez pas accéder, parce que d'après ce que je vois, ça paraît assez long. Et le Conseil général nous donne 20%. Donc la préfète, sur ces fonds DETR, nous allons 60% du montant, soit 78 000 euros, ce qui est quand même une belle somme. Est-ce que vous voulez intervenir? Alors après, c'est en cours, ils sont en train de faire un appel d'offres, et moi je cesse de leur téléphoner pour qu'ils fassent ces travaux le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, point numéro 13, c'est opération dans l'EHPAD Aristide, demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles, Languedoc-Roussillon. La commune crée un parcours découverte culturelle et patrimoniale intitulé dans l'EHPAD Aristide. Ce parcours nous mène dans un des plus vieux quartiers de Banyuls, où se trouve la maison natale du sculpteur. Il est composé de 15 panneaux chacun, présentant soit une œuvre, soit de l'artiste au travail. Quelques lignes permettent de comprendre l'œuvre présentée. Le coût prévisionnel est de 24 530 € hors taxe. Cette réalisation est susceptible de bénéficier de subventions de l'État, notamment de la DRAC. Il est demandé au Conseil d'autoriser M. le maire à solliciter cet organisme pour obtenir une subvention aussi élevée que possible. Alors, j'en ai déjà parlé de ce projet, vous le connaissez. M. Poursuivi vient de le résumer. Donc c'est un projet qu'on est en train de mettre en place. On est en train d'ailleurs on a commencé les travaux sur ce qu'on appelle les jardins de Josette, le dernier petit morceau de jardin. On va faire quelque chose de très joli. Enfin, en tout cas, je fais confiance à l'équipe municipale. D'après ce que j'ai vu, ce sera très chouette. Voilà. Donc, cette demande de subvention à la DRAC, même si on n'est pas complètement dans ses compétences, on est dans ses compétences, mais voilà,
C'est une situation qu'elle aurait pu ne pas accorder, mais qu'elle nous accordera, puisque je lui ai téléphoné à Mme Christophe, eu égard au rattrapage de subventions que nous devions faire par rapport à la rectorie. Voilà, pour ceci que je vous demande de lui demander une subvention. Est-ce qu'il y a d'autres explications? Personnes qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Renouvellement de la licence entrepreneur de spectacle. Donc la ville de Banyuls, qui met en œuvre des manifestations à caractère culturel ou d'animation, et cela plus de 6 fois par an, doit détenir 2 types de licences pour exercer en toute légalité ses activités d'exploitation de lieux de spectacle et de diffusion de spectacles vivants. La licence numéro 1 pour les exploitants de lieux de spectacle aménagés pour les représentations publiques par les personnes qui les exploitent et assument l'entretien et l'aménagement pour les louer en diffuseur. Pour la commune, il s'agit de l'espace Jean-Luc Bayle, immeuble Novelty, et de la salle Bartisol. Et enfin, la licence numéro 3, entrepreneur et diffuseur de spectacles, fournir aux producteurs un lieu de spectacle en ordre de marche, organiser les représentations et leur promotion. Les licences d'entrepreneur sont attachées à une entreprise déterminée. Lorsque l'activité d'entrepreneur est exercée par une personne morale, elles sont attribuées au représentant légal mandaté par celui-ci. Le maire donc propose au conseil municipal de l'autoriser à solliciter la DRAC pour l'obtention des licences d'entrepreneur de spectacle et de le désigner comme titulaire des licences. Il y a des commentaires? Juste une question. Est-ce que ça veut dire que les endroits de spectacle ou de spectacle vivant sont limités à Novelty et à Bartisol dans Banyuls? Non, du tout. Non, c'est comme ça l'était, il faut une licence de spectacle, ça ne se faisait pas avant, ça ne s'est jamais fait, je pense à Banyuls d'ailleurs, mais c'est une obligation dont on se met dans la législation. Elles ont un coût, ces licences? Non, je ne pense pas, non. Non, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est obligatoire. C'est gratuit, obligatoire, c'était pas mis en place pendant des années, on s'y remet, c'est un jeu d'écriture pour être dans les coups. Il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent. Je vous remercie. Alors, régie de recettes pour l'encaissement des stationnements payants aux rodateurs, mise en place du paiement par carte bancaire. Oui, donc, considérant la mise en place des futurs horodateurs, qui prendront en compte le paiement par carte bancaire, il faut modifier la régie et donc modifier celle-ci pour qu'on puisse prendre en compte les paiements par carte bancaire. Personne qui veut intervenir? Non? Il y en a qui s'abstiennent? Qui sont contre? Je vous remercie. Allez, on va passer au gros morceau de ce conseil municipal. Donc, compte administratif et compte de gestion 2014 et affectation des résultats. Si vous en êtes d'accord, au lieu de sortir à chaque compte administratif, on les fait tous, on en discute, je m'en vais, et vous faites comme vous voulez, et après on voulait le proposer. Si vous êtes d'accord. C'est des faits de sport aujourd'hui. Donc le compte administratif 2014, en fonctionnement au niveau des dépenses, nous avons 6 444 078 € et 41 centimes, résultat de l'exercice, et en recettes, nous avons 7 289 235,69 €, qui est le résultat de l'exercice, auquel on rajoute le report 2013 qui est de 123 679 € et 1 centime, ce qui nous fait donc un excédent de 968 836 € et 29 centimes. Concernant la section d'investissement, en dépenses, nous avons pour l'exercice 2014 3 124 009 € et 44 centimes, auquel on rajoute le report 2013 qui est de 532 025 € et 97 centimes, ce qui nous fait un total de dépenses en investissement de 3 656 035 € et 41 centimes. En recettes, en investissement, nous avons, résultat de l'exercice, 3 97 480 € et 79 centimes, ce qui nous fait un résultat négatif en investissement de 558 554,62 €. Donc, le résultat de fonctionnement devant être affecté, compte tenu du solde des restes à réaliser, il est proposé d'affecter
838 904,62 € pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement et 129 931,67 € en report à nouveau à la section de fonctionnement. Le compte de gestion du percepteur est en parfaite concordance avec le compte administratif de la commune. Alors, simplement un commentaire. Donc, le résultat de l'investissement est sensiblement le même que celui de 2013, un peu plus peut-être. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que sur le chapitre 011, donc sur les charges à caractère général, on a bien fait l'effort qu'on avait annoncé et on a environ 3% des recettes en moins. Baisse des charges, pardon. 3% de baisse des charges, pas des recettes. Ce qui représente environ 50 000 € sur 1 700 000 €. C'est à peu près le commentaire qu'on peut faire. Est-ce que vous voulez intervenir? Donc je passe pour le vote. Camping municipal, compte administratif. Donc en fonctionnement au niveau des dépenses, le résultat de l'exercice c'est 292 513,03 €. Et en recette, nous avons pour l'exercice 337 177,96 €, auquel on rajoute le report de l'exercice 2013 qui est de 71 150,55 €, ce qui fait un total de recettes de 408 328,51 €. Le résultat donc est en positif de 115 815,18 €. Le compte de gestion du percepteur est en parfaite concordance avec le compte administratif. Des interventions sur le camping. Port de plaisance, compte administratif toujours. Donc en fonctionnement au niveau des dépenses, nous avons un total de 466 547,01 €, qui est le résultat de l'exercice. Et en recette, nous avons en fonctionnement le résultat de l'exercice 488 896,59 €, auquel on rajoute les reports de l'exercice 2013, qui est de 48 457,37 €, ce qui fait un excédent total pour la section de fonctionnement de 70 806,95 €. En investissement au niveau des dépenses, le résultat de l'exercice est de 121 049,55 €. Et en recette, en investissement, le résultat de l'exercice est de 120 636,22 €, auquel on rajoute le report 2013 qui est de 67 419,47 €, ce qui nous fait un résultat positif en section d'investissement de 67 000 €, 67 006,14 €. Le compte de gestion du percepteur est en parfaite concordance avec le compte administratif. Intervention? Non? Merci. On va faire les lotissements. Alors pour le lotissement, la salette 2, donc nous avons le même montant en dépenses et en recettes, 405 000 en fonctionnement, 914,02 €. Le compte de gestion du percepteur est en concordance avec le compte administratif. Pour la salette 3, le compte administratif, dont nous avons en fonctionnement dépenses 945 717,58 € et en recette 180 006,45 €, ce qui fait donc un résultat de moins 765 711,13 €. Et en investissement, en recette, nous avons 800 000 €. Donc ce qui fait un résultat de 800 000 €. Le compte de gestion du percepteur est là aussi en parfaite concordance avec le compte administratif. Je vais peut-être terminer par le dernier budget. On va intervenir sur la salette 3. La seule chose qu'on peut dire, faire un point, c'est qu'on a actuellement 3 terrains vendus, signés, et on en a 5 ou 6 en cours. Et on a mis en place une démarche commerciale un peu plus aboutie pour qu'on puisse vendre ces terrains. Voilà. Donc on a ces terrains qui ont 5 ou 6 en cours, je suppose qu'ils se réaliseront, j'espère, mais on fait une démarche pour qu'on puisse réaliser ces terrains. Voilà.
C'est quoi la démarche commerciale? La démarche commerciale, c'est de la publicité, on va dire ça comme ça, dans des régions limitrophes, de manière à ce que les gens puissent être intéressés. Donc c'est des annonces qu'on a fait paraître. Et ensuite, on a confié aussi la vente à une agence immobilière, comment ça s'appelle? Barrio, chez Barrio, qui est sur le front de mer, qui a répondu favorablement et qui va s'occuper de la commercialisation avec nous, pas d'exclusivité, de ce terrain, sachant que les commissions sont payées en plus du prix qui est affiché au conseil municipal. Il en reste combien de lots à vendre? Et très franchement, on va dire qu'il en reste une dizaine. C'est un lotissement qui a été très très mal conduit. Après, c'est comme ça, on en hérite, il faut qu'on le mène au bout. Le compte administratif du lotissement Giroud 2, donc en fonctionnement nous avons 275 470 € et 27 centimes, et en dépenses et en recettes 166 249 € et 52 centimes. C'est l'inverse. C'est l'inverse, il y a une erreur. Vous reprenez votre compte. Ah oui, c'est effectivement l'inverse. Oui. Ce qui fait un excédent de 109 220 € et 75 centimes, en intégrant le report 2013. Je pense qu'il n'y a pas de commentaire. Ça, c'est un lotissement bien mené. Voilà. Donc, je vais sortir, je vais passer le micro à Céline. Donc on va procéder au vote du compte administratif et compte de gestion de la commune. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des gens contre? Merci. Compte administratif et compte de gestion du camping municipal. Abstention? Contre? Merci. Compte administratif et compte de gestion port de plaisance. Abstention? Contre? Merci. Compte administratif et compte de gestion lotissement La Salette 2. Abstention. Contre. Merci. Compte administratif et compte de gestion La Salette 3. Abstention. Contre. Compte administratif et compte de gestion Giroud 2. Abstention. Contre. Merci. Je crois qu'on peut faire un... Agenda 21, la lumière. Ils sont pas au développement. Bon, alors, on va voter maintenant le budget primitif 2015, la fixation des taux d'imposition. Donc, on a préparé une projection. Sur le commentaire. Donc le budget primitif 2015 de la commune s'équilibre en recettes et en dépenses, en section de fonctionnement à 7 300 000 € et en investissement à 3 460 000 €. Donc, si vous voulez qu'on commente un petit peu ce qu'on a projeté, donc section de fonctionnement, le commentaire qu'on pourrait faire par rapport à l'état des finances. En tout cas, la situation dans laquelle on se trouve, c'est que, je l'ai dit, je le redis, on l'a dit en commission des finances, qui s'est réunie pour examiner tout ceci. Le GVT, DIS technicité, donc en gros charges personnelles, je répète, qui sont une charge souvent, qui sont une chance pour nos communes d'avoir des personnels, mais ça reste une charge par rapport à nos budgets, va nous faire à effectif constant 140 000 € de plus. Et les dotations de l'État dans la DGF
l'État nous verse en moins 125 000 euros. Donc ce sont 267 000 euros, 270 000 euros de recettes en moins sur notre section de fonctionnement. Donc ça c'est un fait, et il nous faut fonctionner comme ça. Donc les dépenses de fonctionnement, charges à caractère général, 1 650 992. Charges de personnel et frais assimilés, 3 510 000. Ce qui doit représenter autour de 56% de charges personnelles. Autre charge de gestion courante, 801 363,33. Charges financières, 122 950. Charges exceptionnelles, 157 000. Ces charges exceptionnelles, on en a parlé en commission des finances. Il s'agit d'une provision que nous sommes obligés de verser par rapport à un procès que nous avons avec une société, c'est Roussillon Habitat, Aménagement, Roussillon Aménagement, qui avait en gestion le lotissement de la rectorie, et sur lequel nous sommes en conflit, parce que nous considérons que cette société a failli à son devoir. La preuve, nous avons dû goudronner les quartiers de ces pauvres gens parce qu'ils habitaient dans le chantier. Ils n'ont pas fait leur devoir, donc ils nous demandent pour nous restituer les terrains presque 900 000 euros, 800 000 euros, et nous on leur propose 157 000 euros, dont la préfète nous a obligés à provisionner le minimum qu'on leur proposait. Ça ne veut pas dire que ce soit la somme que nous aurions à payer, on n'en sait rien du tout. Ce qui est à peu près acquis, c'est qu'on pourra récupérer les terrains dans l'année, je suppose. On pense qu'on récupérera les terrains dans l'année. Donc, le total des dépenses réelles, c'est 6 242 305,33, auquel il faut rajouter 357 694,67 d'amortissement et 700 000 euros qui sont versés à la section d'investissement. Donc, total dépenses de fonctionnement, 7 300 000 euros. Est-ce que vous voulez intervenir? Non. Alors, recettes de fonctionnement, produits de services, 150 755, impôts et taxes, 4 856 084, dotation, subvention et participation, 1 766 375, autres produits de gestion courante, 233 604 033, atténuation de charges, 163 230, total des recettes réelles, 7 170 68,33, résultat de fonctionnement reporté, 129 931,67. Donc les recettes de fonctionnement s'équilibrent 7 300 000 euros. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Une question, c'est pour moi. Si ma mémoire est bonne, le 042, opération d'ordre de transfert entre sections, permet le transfert du fonctionnement à l'investissement. Au BP 2014, il y avait 52 000 prévus, et à celui de 2015, il y a 0. Est-ce qu'il y a une raison précise? C'est des travaux en régie. Ça vous paraît complet? Ensuite, donc, section d'investissement. Le montant total est de 3 460 000 euros. Donc, section d'investissement, dépenses d'investissement, opérations financières 924 150, frais d'études 75 emprunt 500 000, amortissement 357 694. Et là j'ai un tableau. Si vous voulez, je ne vais pas détailler la totalité des investissements, mais peut-être quelques-uns. Donc ce qui a été prévu en matériel de transport, c'est un véhicule pour la PM,
c'est de changer la motocrotte. Vous les avez eu dans les documents? Non? C'est la commission des finances qui l'a eu, tout ça, et on a déjà discuté. Je le dis pour information. Camion jardinier, 30 000, motocrotte, 20 000, véhicule PM, 22 000. Pardon? Le bouton, il n'est pas là. Non. Aménagement mobilier, dont il y a mobilier mairie, j'en parle pas. Mobilier école maternelle. Ensuite, nous avons acquisition de matériel. On va acheter des vidéoprotections, des caméras. On a une volonté d'investir dans le florissement de la ville. On a un aménagement de la plage avec un promenoir qu'on est en train de mettre en place, qu'on mettra en place pour la saison. On a changé les pontons flottants qui n'étaient pas dans les normes, qui étaient dangereux. L'année dernière, il y a eu pas mal de soucis dessus. On a pris des pontons sur les formes de petits cubes qui s'imbriquent les uns les autres, on ne peut pas se coincer les doigts et qui sont complètement dans les normes. Douche de plage et des ailes, bardage de bois poste de secours. Il s'agit de ne plus mettre un algéco comme ça, tout nu, tout sec sur la plage, mais de l'habiller de manière à avoir une plage qui soit plus attirante. Matériel dans les pannes Aristide, 40 000 €, ce qui est prévu, vous avez vu, c'est beaucoup moins. Coussin berlinois, 15 000 €. On va essayer, on va mettre en place une politique de ralentissement dans la ville. Et donc on commence par 5 points. On va faire un bilan, on verra si ça fonctionne ou pas, quel est le ressenti des voisins, parce que en matière de ralentissement, il y a toujours le jeu des chaises musicales, on en met un endroit puis on change 6 mois après parce que ça ne convient pas, donc on va essayer. On a l'aménagement du ruisseau du Souriste, on a les travaux d'FCI suite aux inondations, mur de soutènement suite aux inondations, ça c'est toujours par rapport aux inondations, il y a des travaux qui sont déjà faits, réaménagement de la rivière suite aux inondations, c'est ce qu'on a fait actuellement, réaménagement de la rivière, abattage des arbres, 27 000 €. Et là aussi je rappelle que cet abattage des arbres n'a pas été fait comme ça a été fait avec la police de l'eau, avec le SIGA du TEC, avec la DTTM qui s'est déplacée, ils étaient encore là ce matin pour nous conseiller. Réaménagement de la rivière, ça a été fait aussi sous l'autorité du SIGA du TEC, je l'ai déjà dit, poteau d'incendie, travaux sous inondation, travaux d'urgence, 130 000 €. Réhabilitation de l'église rectorie, ça c'est des restes à réaliser. On va refaire le plancher de la gendarmerie parce que l'isolation est partie. On va refaire une isolation sur l'hangar de la pétanque. La rue des Orangers, bien entendu, qui reste un gros chantier, qui est en cours. Hein, c'est plus de 1 million €. On avait prévu la création d'un city-stade, c'est-à-dire qu'on a essayé de répartir nos investissements, nos actions, un peu dans tous les domaines, en tout cas pour essayer de satisfaire le maximum, parce qu'il y a tellement de retard. On avait prévu la création d'un city-stade, on a d'ailleurs une subvention du Conseil général de 20 000 €. On pensait qu'on installerait ce city-stade autour du centre aéré, sur des tennis avant. Malheureusement, vous avez tous vu l'état des inondations, ce qui fait que ça nous fait repenser notre stratégie, parce qu'installer un city-stade, ça vaut quand même 60 ou 70 000 € dans un endroit où il y a 2 mètres d'eau et qui peut être, même si c'est une installation qui résiste, ça peut être atterré. Donc on va le reporter parce qu'on est en train de négocier avec le Conseil général pour faire repartir les bus. Et donc on va construire à la place sur le même budget un clubhouse au terrain de tennis, de rugby ou de foot, qui va remplacer ces 2 algécos mal foutus qu'il y a à faire, de manière à faire un clubhouse digne de ça, où on refera les douches en même temps, il y aura des installations pour ranger les matériels de sport, et il y aura un clubhouse qui fera 150 ou 160 mètres carrés, qui sera un peu surélevé et qui permettra à toutes ces personnes qui font du sport de pouvoir assister au match, se restaurer, etc. Et puis recevoir dignement des équipes, parce que même si les équipes premières ne jouent pas toutes à Banyuls, il y a quand même les juniors qui jouent, il y a les jeunes qui jouent, il y a les vétérans qui vont jouer le soir. Donc voilà. Ensuite, nous allons refaire aussi des rues, en dehors de la rue des Orangers, rue Aristide Mayol, Moulin à Vent, Peignes Blanc, Robespierre. On va faire un pluvial au Puy de Mas. Au
pont du Mazaxer, on a prévu quelques aménagements. Bon, et puis une bricole des allées Williams qu'on a regoudronné. Voilà. Vous avez eu tous ces documents, vous les connaissez. Donc le City Stade ne se fait pas cette année. On sera reporté l'année prochaine. Parce que on ne va pas bloquer au budget. Les gens ont fait des installations sportives pour les jeunes, non, pas pour le rugby. Non. Je sais que vous avez beaucoup de sympathie pour vos amis rugbyman, mais non, pas du tout. Il n'y a pas que le rugby, il y a le foot, il y a le basket-hockey, il y a tout un tas de jeunes qui vont au stade. Voilà, et donc, actuellement, on a des installations qui sont très obsolètes. Vous savez que pour se doucher, une fois qu'il y a une équipe qui se douche, la suivante se douche à l'eau froide. Donc, peut-être qu'on pourrait régler tout ça. Le promenoir, est-ce que vous envisagez de faire une demande de subvention pour ces élèves? Oui, on va demander des subventions pour le promenoir et on a inscrit le... Non, on n'a pas demandé de subvention pour le promenoir. Non, on n'a pas demandé. J'avais une autre idée de tête, mais non, on n'a pas demandé. On a posé la question à Michel Denis et apparemment ça peut se faire. Eh bien, écoutez, on va de ce pas demander, dès demain, on va faire un courrier. Je le vois demain, donc. Il faut délibérer. Écoutez, à ce moment-là, est-ce que vous êtes d'accord qu'on rajoute cette délibération? Tant qu'à faire. Le prochain conseil municipal, ce sera au mois de... On m'a dit de vous le dire, ce sera au mois de juin, un peu avant l'été, enfin, le 15 juin, fin juin, donc ça fait tard. On rajoute cette délibération? D'accord? Oui. On la rédige ensemble, c'est une demande de subvention pour le promenoir. Après, on peut voir les réunions qu'on a eues avec l'ADAP, je pense qu'un handicapé qui peut apporter quelque chose. Mais moi je salue le travail qu'a fait Jean-Michel Gascou par rapport à ça. C'est une première réunion et après on va être obligé, pour en dire un mot, de faire un diagnostic sur la ville et donc on va aller un peu plus loin là-dessus. On rajoute cette délibération. Vous faites confiance à M. Boursouvir pour la rédiger. C'est une demande de subvention pour le promenoir, craquelage sur la plage. Je suppose que personne n'est contre, non? Pas d'abstention. Écoutez, je vous remercie. D'autres observations? Les subventions de fonctionnement d'associations, oui. C'est pas indiqué le même chiffre en page 10, la ligne 65, 74 c'est pas indiqué le même montant que qui est mis à la fin de l'association. Oui, pour garder une petite réserve. C'est bien 170, c'est ça. Et on l'avait d'ailleurs évoqué, parce qu'après s'il y a quelque chose qui nous sort entre quoi. Ça vous paraît complet? Oui. Donc, le conseil municipal proposera sur l'approbation du budget préventif 2015 de la commune et la fixation, et la fixation des taux d'imposition locaux identiques au taux 2014. Donc on est dans ce qu'on a dit. Je pense que tout le monde avait dit ça et qu'on est en train de le respecter. Donc je vous propose qu'on vote une taxe d'habitation à 15,82, ce qui est le même taux que l'année dernière. Une taxe foncière bâtie à 28,38, qui est le même taux que l'année dernière. Et une taxe foncière non bâtie qui est à 43,50, que personne ne s'inquiète parce que ça représente des sommes relativement faibles là-dessus. Vous voulez intervenir par rapport à ça? Je propose qu'on passe au vote à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ce budget? Moi je vais vous dire mon sentiment. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'on intègre forcément dans ce budget, dans les recettes, les droits de stationnement. Mais quand on a des contre les droits de stationnement, je me retrouve Grosjean comme devant. Moi je crois que vous avez exprimé, et ça a été entendu, votre désapprobation sur notre politique de stationnement payant, mais après il fait partie du budget. De toute façon ça représente une somme tellement infime que... Voilà, c'est un budget global. Donc voilà, c'était juste la remarque que je voulais faire. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, pas de contre, pas d'abstention, c'est ce que j'ai entendu. D'accord. Je vous remercie infiniment.
Et je suis ravi qu'on ait bien travaillé, parce qu'on a bien travaillé en commission, on a bien travaillé ensemble, c'était bien. Alors, le camping, le budget primitif annexe du camping s'équilibre en recettes et en dépenses, un fonctionnement à 463 000 €, et donc une création de section d'investissement à 95 000 €. Le seul commentaire qu'on pourrait faire, c'est qu'on espère que ce budget va grandir. On y fait sur le camping, on y a fait des investissements, 80 000 €. On a refait les sanitaires du bar, on l'a ouvert plus longtemps. Il n'y a pas que les sanitaires du bar d'ailleurs, hein. Il y a la signalétique, il y a la mise en place de points Wi-Fi. Coin vaisselle, coin laverie, enfin, il y a tout un tas de travaux qui ont été faits, d'ailleurs brillamment par l'équipe municipale. J'ai été allé ce matin, franchement c'est très bien fait. Normes handicapées par rapport à la partie du bas. Voilà. Donc la nouveauté par rapport au budget, c'est qu'on a créé sur le camping une section d'investissement qui n'existait pas avant, puisque l'investissement a été fait par la commune. Il y avait un compte d'apothicaire qui se faisait. Et donc ça nous paraissait plus clair qu'il y ait une autonomie du camping par rapport à sa gestion, tout en sachant que on souhaite que le camping soit autosuffisant, qu'il puisse payer ses investissements, ses loyers, et qu'il puisse continuer à exister. Enfin, il va continuer à exister. Ce camping reste quelque chose d'important, hein, c'est 3 emplois à l'année, et c'est environ 200 mets en placement, dont on peut dire 400 personnes qui séjournent dans ce camping et qui participent à la vie locale, à l'économie locale pendant la saison. Il y a des personnes qui veulent faire une remarque, qui s'abstiennent. Je vous remercie. Le port de plaisance. Alors, le budget primitif du port de plaisance s'équilibre en recettes et en dépenses en section de fonctionnement à 548 750 € et en section d'investissement à 225 900 €. Alors, sur le port, il y a des choses qui vont évoluer. Donc, sur le budget du port, il y a la zone de mouillage qui par rapport aux investissements, qui va se mettre en place. C'est 8 mouillages dans la baie. Il y a la réparation de 3 pontons. Malheureusement, on ne peut pas y échapper parce qu'on a des pontons qui sont en train de se vriller et qui sont vraiment en danger, qui représentent un danger. Donc là-dessus, on a fait un investissement parce qu'il faut le camping, le port, il n'est pas encore fait, hein, il y a encore 2 ans au moins. Voilà. Donc il y a 90 000 € d'investissement prévu sur la section du port. Vous voulez intervenir? Je trouvais que les dépenses du personnel me paraissent assez un pourcentage 43,6. Oui. Au niveau de la commune, on est à 56, donc on est moins au port. Il y en a, si je regarde à effectif constant, de mémoire, en 2013, en 2012, il y a eu quelques problématiques au port et il y avait un agent de plus. Et donc l'agent qui a été retiré du port n'a pas été remplacé. Donc avant ils étaient 5 et ils ne sont plus que 4. Et bon, il y a des périodes plus fortes que les autres, on est dans une activité saisonnière. Moi je trouve que bon, ça s'est arrangé, on travaille un peu mieux, il y a un peu plus de suivi, c'est un peu plus propre, donc il y a un peu plus de rigueur. Après l'amplitude d'ouverture est longue aussi, hein. On va rentrer maintenant dans les amplitudes d'ouverture, il faut faire travailler samedi, dimanche, c'est long. Donc après le statut des personnels communaux fait que ça me paraît pas trop, franchement ça me paraît pas trop. D'autres remarques? Il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent. 2, 3, 4 qui s'abstiennent, 5, 6. Lotissement de la Salette 3. Par vote du budget primitif 2015.
Donc en section de fonctionnement 3 93 000 euros et en investissement 2 407 900 euros. Des interventions? Personnes qui sont contre? Une qui s'abstiennent? 5, c'est ça? Ou 2 qui sont contre? Le procureur sur 2 et 4 abstentions. Lotissement Giraud 2. Donc le budget s'équilibre en recettes et en dépenses en section de fonctionnement à 296 360 euros et en investissement à 187 100 euros. Dans l'appareil, est-ce qu'il y a des observations? Personnes qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Le point 27, c'est l'attribution de subventions aux associations locales au titre de l'année 2015. Donc on a fait une réunion spécifique pour les associations. Est-ce qu'il y a des commentaires? Effectivement, on a fait une réunion qui a été très constructive. On a vu qu'on avait des points d'accord et qu'on avait des points de désaccord. Donc c'est la raison pour laquelle personnellement, comme je ne veux pas bloquer le système, je m'abstiendrai. D'accord. 2, 3. D'accord. Donc, je note 3 abstentions. Les personnes qui sont contre, je vous remercie. Je rappelle que les associations, il faudra qu'on a été prudent, on peut dire ça. Hein. C'est important parce que c'est le moteur de la vie locale. Donc il ne faut pas tout casser pour des raisons d'argent non plus. Malgré tout, malgré les conditions, je rappelle 270 000 euros de moins de budget de fonctionnement et le budget des associations, il est pris sur le budget de fonctionnement. J'ai beaucoup de mes collègues et confrères qui baissent les associations. Nous, cette année, il y en aura certaines qui auront un peu moins, d'autres qui auront un peu plus. Il y en a des nouvelles qui sont arrivées. On a voulu privilégier, malgré tout, ce qu'on donnait aux enfants et dans les associations culturelles. Malgré tout, on aura environ 2%, autour de 2% d'augmentation du budget de fonctionnement pour les associations. Voilà. Liste des immeubles. Alors on va dire ça après. Donc liste des immeubles pour lesquels le maire n'a pas exercé de préempté rien du tout, je viens vous proposer. Vous avez la liste qui est annexée. Je suppose que vous l'avez consultée. Il n'y a pas de remarque spéciale là-dessus. Et je vous ai demandé en début de séance de rajouter un point sur les cartes passes parking marché, parking Miramar. Pourquoi? Parce que on a un décalage par rapport à la commande des horodateurs pour des raisons administratives et des raisons techniques. Administratives, on n'a pas pu commander suffisamment tôt tant que les marchés n'étaient pas passés. Et techniques, il faut un certain temps de fabrication de ces appareils. Donc, les horodateurs actuellement ne sont pas en place. Les anciens ne sont pas en fonction. Par contre, la société va mettre les anciens horodateurs en fonction parce qu'il faut les reprogrammer parce que les tarifs ont changé. Ça sera fait dans le courant du mois d'avril, donc je pense que pour le début mai, on pourra commencer à collecter sur le parc de horodateurs anciens. Quant au stationnement nouveau, on attendra un petit peu de recevoir les nouveaux appareils. Et en ce qui concerne les horodateurs qui doivent aller sur le parking, sur le parking du marché et le parking Miramar, ils ne seront en place que le 15 juin, autour du 15 juin. Après, peut-être le 17, le 13, voilà. Mais pas avant, pour tout ça. Donc ce que je voulais vous proposer, comme on avait voté 25 € la carte passe pour ce stationnement, je voulais vous proposer de la ramener de 25 € à 15 €, puisque la durée d'utilisation sera plus courte. Voilà. Est-ce que les personnes qui veulent intervenir? Pardon? Comme
fait des comptes, déjà ça nous a rajouté 15 plus 25, c'est sûr. Je ne vous pose pas la question, que ça soit clair. Je vais venir à votre secours. Écoutez-moi. Je ne dis pas que vous devez voter, que vous êtes favorable à ce qu'on fasse payer 15. Je pense que vous serez favorable à ce que de 25, on fasse payer 15, ce qui me paraît plus logique. C'est dans ces termes-là. On est d'accord? Voilà. Écoutez, s'il y a personne qui s'abstient, personne qui est contre, là, je vous remercie. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Je vous indique simplement, pour ceux qui veulent m'écouter, que nous avons la chance et l'honneur de recevoir demain le ministre de l'Agriculture qui vient dans nos murs. La question qui a été posée, c'était quoi? La question qui est posée, c'est de savoir si vous êtes d'accord, compte tenu que la période est plus courte, puisqu'il y aura 2 ou 2 mois et demi de 2 mois de retard, que la carte passe au lieu d'être vendue 25 €, puisqu'on a voté la dernière fois, on la vend de 15 € pour ajuster le prix en fonction de la... La question est vicieuse. Pas du tout. Si on est contre ça, ça veut dire qu'on accepte un 25, alors qu'on est... Non, je vous ai dit que je vous mettais à l'aise et qu'on inscrivait dans le PV que vous aviez voté la baisse de diminution, mais pas le fait que vous étiez d'accord avec 15. On est d'accord là-dessus. Vous êtes contre ça sur le payant, mais vous êtes d'accord qu'on réajuste ce qui est logique. Ne piège pas, oui. Non. Et je rajoutais, vous êtes d'accord, c'est à l'unanimité. Et je rajoutais que demain nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le ministre de l'Agriculture. On va le recevoir avec un groupe de vignerons et tous les parlementaires et la préfète. Moi je suis ravi qu'ils viennent nous voir parce qu'on a des choses à lui proposer et on espère qu'on aura cette reconnaissance de ces vignerons de montagne qu'on a tant besoin parce qu'on manque tellement de notoriété sur ce cru qui puisse nous aider parce qu'il faut légiférer ou il faut un arrêté ministériel. Et donc j'espère qu'il accordera ça, je pense que oui, pas pourquoi il ne le ferait pas. Et puis on va essayer de lui demander de nous aider dans une deuxième démarche, c'est le classement au patrimoine, l'inscription plutôt que le classement au patrimoine de l'UNESCO des vignobles de la Côte-d'Armée. Voilà, donc c'est des sujets de conversation qu'on aura demain avec lui. On lui glissera quand même le corps de sommellerie en même temps, voir si il veut nous aider aussi. Voilà. C'était complet. Il dort à Vagnous. Alors je le dis, il dort chez moi, pas dans ma maison, il dort à mon hôtel, invité par la Maison Soleil, donc je vous le dis, on n'imagine pas que je vais faire des recettes par rapport à ça. Il y a 6 chambres, il arrive tard ce soir, donc il faudra l'attendre après ce conseil municipal. Non, il est grand, mais ils sont 6. Voilà. Et demain matin, il déjeunera, après il montera à la salette, il rencontre les vignerons et il s'en va. Voilà, il a un timing assez serré. Tout ça se passera entre 8h et 10h, 10h15, et après il sera parti, il ira à Case de Peine et voir d'autres communes. Voilà. Parce que les gens sont conviés. Je ne pense pas. Il ne vient pas en mairie, hein. Il ne vient pas en mairie, il n'y a pas de réception officielle, c'est vraiment une visite de travail pour essayer de le sensibiliser sur le cru. Il y a les vignerons qui sont concernés, qui sont autour de la table. Voilà, il y a Georges Roch, il y a Crescentaine, il y a les jeunes vignerons, mais voilà, tout le monde. Voilà. Il y a un peu tout le monde. Voilà. Ok, c'est bon? Je vous remercie, bonne soirée à tous.